Vous voyez ce pot? Eh bien, il contient la chose la plus curieuse et fascinante que vous allez voir aujourd'hui. Tout ce qui s'y trouve a été retiré du ventre d'une femme de 32 ans. Regardez, des cheveux, cette substance pâteuse, blanche et ces fragments de tissu. Eh bien, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'on va les disséquer ensemble et tout analyser au microscope. Mais juste avant, regardez, ça c'est une autre femme qui a un comportement bizarre. Alors regardez cette séquence dans un coin de votre tête pendant toute la vidéo, parce que pour la comprendre, il faut déjà savoir ce qui se passe dans ce pot. Vous allez assister à une vraie dissection. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez encore quitter la vidéo. Ça commence dans 3, 2, 1. Attention, je l'ouvre. Tout ça, c'est donc une tumeur qui était située exactement au niveau de l'ovaire droit de la jeune femme. Le chirurgien, lui, il l'a retirée et il nous l'a envoyée pour analyse. Et initialement, cette tumeur, elle formait une sorte de poche ou de sac qui contenait une substance liquide. Voilà, c'est parti. On va analyser. Tout est dans le pot. Voilà, au fond du pot, on a les fragments de tumeur qui sont là. Je vais les prendre un par un. Là, ça n'a plus la forme d'un sac, tout simplement parce que je l'ai déjà coupé. Donc, on ne reconnaît plus la forme initiale exacte. Mais je pense que c'est assez facile à deviner. Alors tout ça, déjà, ce que vous voyez, c'est la paroi de la tumeur. Voilà, on peut très bien voir la paroi, on voit qu'elle a été coupée en deux. On voit très bien ici que ça fait une poche. Et c'est cette poche qui contenait la substance pâteuse blanche. Une tumeur comme ça, qui forme un sac et qui contient un liquide, c'est ce qu'on appelle un kyste. Et comme je l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos précédentes, un kyste n'est pas une maladie en soi. C'est juste un terme qu'on utilise pour décrire une lésion qui correspond à une cavité qui forme un sac et qui contient un liquide. Un kyste peut être causé par une tumeur bénigne, une tumeur maligne, c'est-à-dire un cancer, ou encore certaines maladies infectieuses, c'est-à-dire causées par des microbes. Ici, on voit que ce kyste contient une substance un peu pâteuse, blanche, regardez. D'ailleurs, c'est quelque chose qui sent vraiment mauvais. Alors là, je vais retirer tout le contenu que je vais mettre de côté et qu'on va revoir juste après. Maintenant que j'ai vidé le kyste, on peut bien voir ici la paroi. Je vois qu'il n'y a pas de cloisonnement, c'est-à-dire qu'on a une seule et même grosse cavité bordée seulement par cette paroi. On dit donc que le kyste est uniloculaire. Et ça, c'est quelque chose de plutôt rassurant. Ça va, on va dire, contre l'hypothèse d'un cancer. Par opposition à un kyste uniloculaire, un kyste dit multiloculaire, lui, comprendrait des cloisons à l'intérieur, comme vous le voyez là. Et ça, c'est quelque chose qui peut alerter pour une tumeur cancéreuse. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un cancer. Il existe des kystes qui correspondent à des tumeurs bénignes et qui sont multiloculaires. Là, en tout cas, il n'y a pas de cloisonnement à l'intérieur et c'est quelque chose de plutôt rassurant. Revenons maintenant sur la substance blanchâtre pâteuse. Regardez, elle renferme des cheveux. Des cheveux bruns. On va attraper cette petite touffe de cheveux. Voilà. Vous voyez, ce sont des cheveux bruns qui étaient à l'intérieur de cette tumeur kystique. Et regardez, là, ces cheveux, vraiment, ils s'implantent dans la paroi de la tumeur. Il n'y en a pas énormément dans celui-ci. Ça arrive parfois de retrouver beaucoup plus de cheveux que ça. Juste pour rappel, tout ça, tout ce qu'on est en train d'analyser ensemble, c'était vraiment au niveau de l'ovaire droit de la femme, donc vraiment en profondeur à l'intérieur du ventre. Alors maintenant, pour comprendre, je vais prendre un petit morceau de la paroi, je vais le couper et on va aller regarder tout ça au microscope. Voici donc la paroi de la tumeur vue au microscope après coloration. Alors c'est composé d'un ensemble de cellules. Ça par exemple, ce que vous voyez, là on va la détourer, c'est une cellule. Et une fois que vous avez repéré ce qui est une cellule, eh bien vous voyez qu'il y en a
plein. Ces cellules, vous pouvez le voir, elles sont collées les unes aux autres, ou plutôt elles sont cohésives les unes aux autres. Et leur aspect là, il est très reconnaissable et on les appelle des kératinocytes. Regardez, il y a plusieurs couches de ces cellules et vous voyez, plus on monte vers le haut, plus les cellules s'allongent et s'aplatissent. Puis là, on va passer à la partie la plus superficielle de la paroi et on peut voir ces lamelles roses. Eh bien, ces lamelles roses, c'est ce qu'on appelle de la kératine. Alors tout ça, tout ce que vous venez de voir, c'est ce qu'on appelle un épithélium malpigien kératinisé qui correspond normalement à de la peau. On a alors une tumeur qui forme un kyste, donc un sac, bordé par une paroi. Cette paroi, elle correspond à de la peau, avec à l'intérieur la présence de cheveux. Et ces cheveux poussent à partir de la paroi de ce kyste. Et puis, il reste cette substance blanche. Et pour comprendre ce que c'est, on va repasser au microscope. Regardez en profondeur toutes ces structures que j'entoure. Là, par exemple, ce sont des glandes, c'est-à-dire de toutes petites formations microscopiques dont le rôle est de sécréter une substance. Et ces glandes particulières, ici, on les appelle des glandes sébacées, comme on peut le retrouver au niveau de la peau. Alors ce sont elles qui produisent le sébum qui au niveau de la peau a un rôle d'hydratation et de protection pour la peau. Mais là, comme on est dans une poche fermée, ce sébum il va s'accumuler à l'intérieur et on peut très bien imaginer qu'avec le temps, ça va se distendre. De plus, regardez en surface, là, il y a les lamelles de kératine qui sont issues de la desquamation des cellules de la, entre guillemets, peau à l'intérieur du kyste. Puis en se détachant, ces lamelles de kératine se mélangent au sébum et le tout forme cette substance blanche. Et comme je vous l'ai dit, ça sent mauvais. D'ailleurs là, pendant notre examen, ça a une consistance pâteuse, mais quand c'était dans le corps, c'était liquide. En fait, au-delà de 34 degrés, c'est liquide, ce qui est le cas bien sûr dans l'organisme, et dès qu'on passe en dessous de 25 degrés, ça devient un peu plus solide, pâteux comme ici. Bon alors là, on a assez d'éléments pour le diagnostic. Alors, mesdames et messieurs, cette tumeur, c'est ce qu'on appelle un tératome kystique mature de l'ovaire. Bon, maintenant la question qu'on se pose tous, comment est-ce possible? Comment c'est possible que des cheveux, du sébum, de la peau poussent dans un ovaire? Là, on va aborder la partie la plus compliquée de la vidéo, mais en même temps, c'est la partie qui va nous permettre de tout comprendre. Enfin, presque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, si je connais la réponse. Alors, je vais essayer à présent de vous raconter l'histoire du tératome. Tout commence dans l'ovaire. Dans l'ovaire, il existe une réserve de cellules reproductrices appelées des ovocytes. Ce sont ces cellules qui vont permettre la reproduction et donc la conception à terme d'un bébé. Mais bien sûr, ça, l'ovocyte ne peut pas le faire tout seul, il a besoin d'un apport paternel via un spermatozoïde. Au moment de ce qu'on appelle l'ovulation, un ovocyte est libéré par l'ovaire. S'il est fécondé par un spermatozoïde, il démarre alors le développement d'un embryon et si la grossesse se poursuit, il donnera naissance à un bébé. Donc là, vous voyez déjà de quel type de cellule on parle. Un ovocyte, c'est pas n'importe quelle cellule. C'est quand même une cellule qui a la capacité d'évoluer vers un être humain, avec bien sûr la participation d'un spermatozoïde. Dans le tératome kystique mature de l'ovaire, il va se passer un truc incroyable, mais quand je dis incroyable, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Vous allez être choqués. C'est que l'activation de l'ovocyte, elle va survenir comme ça, sans fécondation. En d'autres termes, l'ovocyte il va s'activer spontanément sans spermatozoïde. Et ça a un nom, on appelle ça une activation parthénogénétique incomplète. C'est un phénomène qui existe à l'état normal chez certaines espèces animales. On parle de parthénogénèse naturelle qui permet une reproduction sans fécondation. Une femelle peut engendrer une descendance sans mâle. Dans le cadre du tératome, cette activation parthénogénétique est incomplète car même si l'ovocyte s'active, il ne va pas entraîner le développement d'un embryon complet. Mais l'ovocyte qui s'est activé spontanément, il a la capacité de se multiplier et de se différencier. Ça, c'est un terme qui est important, se différencier. Ça veut dire qu'il peut acquérir une morphologie et une fonction bien spécifiques. Ça aboutit à la formation de tissus. Tissu, ça veut dire un ensemble de cellules, dits matures parce qu'ils sont bien différenciés. Par exemple, celui qu'on a vu au microscope, l'épithélium malpigien kératinisé qui forme la peau.
Et on peut avoir comme ça quasiment tous les tissus bien différenciés d'un adulte, comme les glandes sébacées qu'on a vues, les follicules pileux qui vont former les poils. On peut avoir de la graisse. Là, on voit que c'est jaune. Et le jaune, eh bien, c'est du gras. Ça, toute cette partie-là, c'est probablement de la graisse. On peut avoir de l'os, du cartilage, du muscle, du tissu respiratoire, digestif, estomac, foie, pancréas, du tissu cérébral, etc., etc. En gros, on peut avoir quasiment tout ce qui peut composer un être humain. Ça va pas être forcément bien formé à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à l'œil nu, donc on va pas forcément reconnaître tout de suite l'organe en question, mais quand on passe au microscope, eh ben on va vraiment voir par exemple des cellules de l'estomac comme elles le sont dans l'estomac, ou alors des cellules du cerveau, même parfois on peut retrouver de l'œil, et encore une fois à l'échelle microscopique, c'est exactement ou quasi exactement comme on pourrait le voir dans les organes en question. Parmi les éléments plutôt bien formés qu'on peut reconnaître à l'œil nu, qu'on retrouve dans les tératomes, on peut citer des phalanges, des portions de côte, des anses intestinales, mais dans le tératome de l'ovaire, le plus souvent, ce qu'on va retrouver, ça va prendre la forme d'un kyste, comme on l'a vu, bordé d'un épithélium malpigien kératinisé, donc de la peau. La kératine issue de la desquamation et le sébum produit par cette, entre guillemets, peau, vont s'accumuler à l'intérieur, ce qui va donner ce contenu qu'on a vu blanc et gras, et qui sont mauvais. Et il y aura aussi des cheveux qui vont s'implanter dans la paroi, puis qui vont se détacher pour s'accumuler à l'intérieur du kyste. Et parfois on retrouve des touffes énormes de cheveux. Regardez par exemple sur ce tératome que j'avais examiné. Regardez, cette touffe, elle est vraiment énorme, de cheveux bruns. D'ailleurs, il faut savoir que la couleur des cheveux du tératome, elle n'est pas forcément corrélée à la couleur des cheveux de la patiente. Et là, il y a un truc intéressant, souvent on retrouve aussi une partie plus solide qui bombe un peu, qu'on appelle la protubérance de Rokitansky. Et c'est souvent elle qui contient de la graisse, qui contient l'implantation des cheveux, qui peut contenir des os, du cartilage, des dents qui sont parfois très très bien formées, ou encore du tissu neural, le plus souvent du tissu cérébelleux mature. Alors ça, c'est un autre tératome encore que j'avais analysé, et on voit bien ici ce qu'on appelle la protubérance de Rokitansky, avec la peau, les cheveux qui s'implantent, et à l'intérieur, là, regardez, c'est dur, et ça s'est avéré être de l'os. Là, je vais vous montrer un autre tératome encore que j'avais analysé, dans lequel j'avais retrouvé une dent très très bien formée. Regardez cette dent. Elle est vraiment bien formée. Je ne sais pas s'il y a des dentistes qui passent par là qui peuvent donner leur avis, s'ils arriveraient à faire la différence avec une vraie dent normale. Moi, j'étais impressionné par cette dent, mais il y a quand même une équipe médicale à Clermont-Ferrand qui a rapporté en 2007 un tératome énorme qui pesait 10 kg et à l'intérieur duquel ils ont retrouvé plus de 300 dents. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, plus de 300 dents à l'intérieur du tératome. Et tout ça, franchement, c'est vraiment impressionnant. Moi, je trouve que c'est une des maladies les plus fascinantes qui existent. Et c'est pas fini. Vous allez voir ce qu'on va découvrir là encore dans ce qui reste de la vidéo. Vous allez voir. Alors un point très important, ce tératome kystique mature est classé en tumeur bénigne. C'est-à-dire que c'est pas un cancer. Ça veut dire que ça reste localisé, ça n'infiltre pas les organes voisins et ça ne se dissémine pas par les vaisseaux sanguins ou lymphatiques pour donner des métastases. Et enfin, si on le retire chirurgicalement, eh bien le patient est guéri. Voilà pourquoi on dit que c'est une tumeur bénigne, mais attention, dans de rares cas, ce tératome, il peut se cancériser secondairement. C'est rare, c'est environ 0,2 à 2% des cas. Et lorsque cette cancérisation survient, elle touche le plus souvent l'épithélium malpigien que je vous ai montré au microscope, et ça va donner un cancer qu'on appelle un carcinome épidermoïde. Cancer qu'on retrouve aussi au niveau de la peau. Macroscopiquement, donc à l'œil nu, comment ça va se manifester? Eh bien, ça va donner typiquement un nodule à l'intérieur du kyste, et ce nodule, il est fréquemment localisé dans la protubérance de Rokitansky. D'où l'importance de l'examen macroscopique qui est réalisé par nous, par les médecins anapathes, afin de repérer notamment la présence de nodules, de zones plus solides qu'on va prélever pour regarder au microscope et donc dire si ça s'est cancérisé ou non. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi un autre type de tératome dans l'ovaire qui n'est pas bénin et qui est considéré d'emblée comme une tumeur cancéreuse. Donc c'est pas comme le tératome mature dont j'ai parlé, qui est bénin mais qui peut se cancériser dans un second temps. Là, le type de tératome dont je vais parler, c'est d'emblée un cancer. On l'appelle le tératome immature
par opposition au tératome mature dont je vous ai parlé avant. Alors je ne vais pas entrer dans les détails microscopiques de cette tumeur dans cette vidéo, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, mais sachez juste que cette forme de tératome immature peut avoir un comportement agressif et peut nécessiter en plus du traitement chirurgical un traitement plus lourd par chimiothérapie. Alors tous ces diagnostics dont je vous ai parlé se font grâce aux anatomopathologistes avec un examen macroscopique et un examen microscopique. En pratique, la très grande majorité des tératomes ovariens sont bénins. Ce sont des tératomes matures, mais devant chaque cas, notre rôle en tant qu'anatomopathologiste, c'est devant chaque cas de bien sûr poser le diagnostic et s'assurer qu'on n'est pas face à une forme plus agressive. Ah, il y a un truc que je vous ai pas dit et qui est important, c'est que ces tératomes, c'est pas rare et c'est même fréquent. Et je suis quasiment sûr que dans les commentaires, il y a des gens qui vont témoigner pour nous dire qu'ils ont déjà eu un tératome et qu'ils ont été opérés pour ça. Alors maintenant, sans transition, un peu d'histoire. On retrouve des traces de ces tératomes depuis l'Antiquité. Par exemple, un tératome vieux de plus de 3300 ans a été retrouvé dans une tombe égyptienne à Amarna. Les archéologues ont découvert une masse pelvienne calcifiée qui contenait deux dents. Tératome ovarien fossilisé, probablement le plus ancien jamais identifié. Maintenant, pour la première description médicale avec une trace écrite, eh bien, ça date de 1659 par, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, Johannes Sculteus, il me semble. On va l'appeler Jean Sculté. C'était un chirurgien allemand. Il avait décrit un cas de tumeur de l'ovaire qui contenait des cheveux et des dents. Et puis, c'est en 1863 que Rudolf Virchow va leur donner leur nom. Tératoma, qui vient du grec téras, qui signifie monstre. Donc en gros, ça veut dire tumeur, monstre, et on comprend très bien pourquoi. D'ailleurs, juste pour info, Virchow, on le considère comme étant le père de l'anatomopathologie, la spécialité que je pratique. Allez, maintenant, il est temps de revenir à ça. Vous vous souvenez de cette femme étrange que je vous avais montré en début de vidéo? Eh bien, son comportement venait aussi d'un tératome. Dans certains cas, il faut savoir que ces tératomes peuvent contenir des petits morceaux de cerveau microscopiques. Beaucoup plus rarement, comme dans ce cas qui a été publié, ça peut prendre une forme macroscopique assez explicite. Là, en l'occurrence, c'était du cervelet, qui a été confirmé par l'examen microscopique et qui a été retrouvé dans un tératome d'une jeune fille de 16 ans. La présence de ce tissu neural peut déclencher une réaction immunitaire avec le corps qui se met à fabriquer des anticorps pour attaquer cette composante neurale. Mais ces anticorps peuvent aussi attaquer le vrai cerveau de la personne. Ils ciblent en particulier un type de récepteur, le récepteur NMDA. On les appelle alors des anticorps anti-NMDA. Et la maladie, ça s'appelle une encéphalite auto-immune anti-NMDA. Les symptômes, eux, ils sont spectaculaires, comme je vous l'ai montré. Ce sont des symptômes souvent psychiatriques avec des troubles du comportement, des hallucinations qui peuvent être visuelles, donc les patients peuvent voir des choses qui n'existent pas, des mouvements incontrôlés, des convulsions et parfois même un coma. Alors vous imaginez une tumeur dans l'ovaire qui peut vous rendre fou. Heureusement, quand on enlève la tumeur et qu'on traite l'inflammation, la plupart des patientes guérissent complètement. Ça, pour moi, c'est une des histoires médicales les plus incroyables. Une tumeur cachée dans le ventre, capable de, entre guillemets, contrôler votre cerveau. Et regardez là, c'est la même patiente que je vous avais montré en début de vidéo. Et bien après le traitement, après avoir retiré le tératome, on voit qu'elle va beaucoup mieux. Bon alors bien sûr, ce mode de révélation du tératome, c'est extrêmement rare. En vrai, le plus souvent, les tératomes n'entraînent aucun symptôme et ils sont découverts un peu par hasard. Parfois, ils peuvent donner des douleurs abdominales. Plus rarement, ils peuvent se rompre et entraîner une péritonite. On peut aussi avoir des torsions du tératome, ce qui va faire très mal. Donc là, ça va être des douleurs aiguës. Et comme je vous l'avais expliqué aussi avant, eh bien ça peut se cancériser, mais ça c'est quelque chose qui est rare. Il y a d'autres complications très rares mais spectaculaires. Par exemple, le tératome peut se coller et se fistuliser à un organe de voisinage comme la vessie. Ça veut dire qu'il va y avoir une communication entre le contenu du tératome et la vessie. Donc ça veut dire que les cheveux vont passer dans la vessie et la personne, quand elle va uriner, eh bien, elle peut uriner des cheveux. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Il y a des cas qui ont déjà été rapportés. Maintenant, le traitement du tératome, il est chirurgical, tout simplement, en le retirant et c'est guéri.
Un dernier point maintenant, il y a une forme de tératome très particulière où la tumeur tend à ressembler à un fœtus ou à une sorte d'humain mal formé. On appelle ça un tératome fétiforme. Avant on disait homunculus, ça vient du latin et ça veut dire un humain minuscule, mais franchement ça ressemble vraiment pas du tout à un être humain. Je vais pas vous montrer d'image ici parce que ça peut être un peu chaud, mais vous pouvez aller voir sur Google, vous allez en trouver. Et c'est à ne pas confondre avec un truc encore plus fou qu'on appelle le fœtus in fetu, où c'est un jumeau très mal formé qui a été inclus dans son jumeau hôte. Typiquement, c'est chez le nourrisson. Ok, on a un nourrisson, on va retrouver une tumeur quelque part dans son corps, on va retirer cette tumeur et là on va s'apercevoir que cette tumeur correspond à son jumeau qui a été inclus dans son corps. On le reconnaît par la présence d'un véritable axe vertébral. Alors que dans le tératome fétiforme, bien que ça peut ressembler à une sorte d'être humain, il n'y a pas d'axe vertébral. Bon là c'est passionnant, mais je vais m'arrêter là parce que je pense que ces deux derniers points, ça mérite une vidéo à part entière tellement c'est intriguant. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les tératomes matures. S'il y a des choses qui vous paraissent toujours pas claires, vous pouvez poser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Moi, je suis hyper content d'avoir enfin repris les vidéos de médecine sur ma chaîne. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour vos retours sur ma dernière vidéo dans laquelle je parlais de mes 2 années passées à courir. Ça m'a fait grave plaisir. Et là, j'espère que cette vidéo, ça va être la première d'une longue série où on va aller explorer le corps humain dans les moindres petits détails, à l'échelle macroscopique, microscopique, afin de comprendre les maladies. Et si vous aimez ce concept, abonnez-vous, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. C'était Dr Isa avec vous, à très bientôt.